Jean-Paul Hamon, dans un instant, le docteur Jean-Paul Hamon, médecin généraliste et président de la Fédération des médecins de France, va nous rejoindre. Eh bien, je l'aperçois. Alors, on va l'accueillir dès maintenant sur ce plateau. On va continuer de parler avec lui de ce stade 3. Je vous en prie, docteur, je vous laisse vous installer. Vous avez des questions entre spécialistes? Oui, j'aurais bien aimé, parce que lui, c'est un vrai spécialiste. Hein. Alors, mais vous, quand même, spécialiste également, le stade 3, vous en pensez quoi? On y est déjà, et est-ce qu'il faut l'activer dès maintenant? Je me demande si on ne devrait pas carrément ouvrir les vannes, arrêter de confiner les gens, les laisser devenir malades, protéger les gens qui sont réellement fragiles, c'est-à-dire ils sont connus, ce sont les diabétiques, les gens obèses, les gens qui ont des insuffisances respiratoires, des maladies cardiaques, et puis les personnes très âgées, on protège les EHPAD, et puis les autres, bon, c'est pas la peste. C'est une maladie qui guérit dans 98% des cas sans séquelles, qui donne des cas simples de grippe, voire de grippette dans 85% des cas, qui donne des cas sévères dans 15% des cas, et malheureusement, il y a 2% des gens qui en meurent. Mais franchement, c'est une épidémie, on en parlait tout à l'heure de la grippe. C'est vrai qu'il y a un moment où est-ce qu'on doit immobiliser le pays, est-ce qu'on doit paralyser tout? Est-ce qu'il ne faut pas mieux laisser les gens qui doivent devenir malades tomber malades? C'est une vraie question. C'est une question. Hein, c'est vraiment, c'est pas un truc. Est-ce que le stade 3, c'est pas un peu ça justement? C'est dire Non, voilà, le stade 3, c'est la fermeture. C'est ce qui se fait en Italie. C'est la fermeture des écoles, la fermeture des transports. On nous dit que le pays ne sera pas à l'arrêt, nous dit la porte-parole du gouvernement. Oui, mais bon, écoutez, soit vous prenez des mesures barrières fortes, soit vous n'en prenez pas. Donc là, regardez, par exemple, moi je me demande si on a quand même un stade en France qui est. On devrait le remplacer par une chapelle, parce que c'est le stade de Lyon, là. Ils ont accueilli 3000 Italiens il y a 7 jours. Ils ont accueilli un match Lyon-Saint-Étienne qui avait des supporters qui sont venus de Haute-Savoie, je l'ai entendu. Et là, on s'apprête à accueillir PSG-OL. Donc vraiment, il y a 2 poids 2 mesures. On interdit le semi-marathon de Paris, on laisse le stade ouvert. Il y a un moment, on aimerait bien comprendre, quoi. Moi, j'ai vu une de mes patientes qui est allée chercher son dossard pour le semi-marathon de Paris. Elle a appris 1 heure après que le semi était annulé, et après elle est rentrée chez elle en métro. Elle m'a dit, mais il dit dans le métro, il dit vraiment, je me suis dit, mais il y a beaucoup plus de monde que dans le SMI, quoi. J'étais beaucoup plus tassé. En plus, elle me dit, il y avait des Italiens dans le fond du wagon qui faisaient du bruit, etc. En fait, vraiment, je me suis dit, je vais le choper, quoi. Alors, on a déjà évoqué la question des rassemblements, mais je voudrais savoir si vous êtes surpris par les propos du docteur Jean-Paul Hamon, qui nous dit, bon, pourquoi il ne faudrait pas ouvrir les vannes? Je vous cite, c'est-à-dire... C'est vrai, c'est une question qu'on peut réellement se poser, mais parce que là, on contrôle... Là, pour le moment, si vous voulez, ce qui est intéressant quand même, ouais. je corrige un peu. Ce qui est intéressant pour le moment, c'est quand même de contenir au maximum. Parce que, les hôpitaux sont quand même au taquet. Il y a une épidémie de grippe qui n'est pas encore complètement terminée. Et on doit gérer les complications de la grippe dans les hôpitaux, voire dans la réanimation. Et là, plus on retarde l'arrivée des cas, plus on soulage les hôpitaux. Et c'est là, si vous voulez, que les médecins libéraux et les infirmiers libéraux avaient leur utilité, c'est-à-dire de prendre en charge tous les cas légers qui ne nécessitent pas une hospitalisation pour éviter de surcharger inutilement les hôpitaux. Et c'est là qu'on peut un peu reprocher au gouvernement de ne pas avoir pris cette décision d'entrée de jeu, de donner d'entrée de jeu les moyens aux médecins libéraux de prendre en charge correctement les patients. Il y a eu l'histoire des masques là, qui ont tardé à venir, etc. Mais les masques... Ça arrive, les masques. Oui, enfin, ils arrivent. Écoutez, là, moi, pour mon groupe de 5 médecins, on a 5 boîtes de masques de 50. J'ai demandé à la pharmacie, qu'est-ce que je fais pour les ordonnances pour des personnes qui sont fragiles, etc. Parce qu'on nous a dit qu'on pouvait délivrer les masques sur ordonnance. Elle m'a dit, écoutez, c'est pas la peine d'en faire, j'en ai plus. J'ai plus de masques, donc... Bon, en gros, on n'est pas prêt pour la suite des événements, si on vous entend bien. C'est-à-dire que, bon, est-ce que c'est un défaut d'approvisionnement? Alors, j'ai été au téléphone avec une collègue de Bretagne avant de rentrer, qui me dit qu'eux, ils en ont en quantité, mais eux, ils sont tout près d'une zone d'épidémie. Carnac, Auray, Crac, là, ils en ont un paquet de cas, et... Si je comprends bien, le stade 3, c'est quand même aussi prendre en charge les cas les plus graves à l'hôpital et renvoyer les cas plus mineurs vers les médecins généralistes. Et là, donc, vous nous dites que
les médecins généralistes n'ont pas ce qu'il faut pour faire face à cette situation. Alors maintenant, on a des masques chirurgicaux, on nous a dit qu'il fallait des masques FFP2, donc on se dit ce serait bien que le gouvernement qui a eu une communication remarquable jusqu'au match de la Juve, il n'y a rien à redire. Mais là, après, il y a eu quelques décisions là, qui sont un peu difficilement compréhensibles. Mais ils nous ont dit, ça aurait été bien qu'ils nous informent réellement sur l'état des masques, l'état des stocks des masques. On est prêt à tout. Vous savez, les maladies infectieuses, on en voit régulièrement, on en voit quotidiennement. On n'a pas peur de cette maladie. Ce qu'on craint, c'est que on est dans un pays qui est en pleine désertification médicale. Et donc, s'il y a des médecins qui tombent malades et qui sont dans l'incapacité de travailler, là, ça va commencer à se voir. L'exemple de l'Oise, où il y a eu 4 médecins qui ont été confinés parce qu'il y a un médecin qui a été contaminé, 4 médecins sur 7 dans un patelin, je vais vous dire, ça s'aperçoit. Nicolas Bouzou. Oui, alors moi j'ai une proposition concrète à faire. On sait en effet, on connaît bien le profil des personnes qui sont le plus à risque. Vous l'avez rappelé, les gens qui souffrent de maladies chroniques, les gens qui ont des chimiothérapies, les personnes très âgées. On pourrait proposer à ces personnes-là de rester chez elles et de se faire livrer leurs courses, d'avoir des gens qui viennent faire le ménage, parce que ces entreprises, elles existent, les entreprises de service à la personne, et ça demanderait bien évidemment un financement de l'État, puisque les gens ne vont pas se payer ça peut coûter cher, mais ce serait sans doute plus efficace de cibler la protection vers ceux qui en ont besoin. Mais ça coûtera cher aux finances publiques. Là aussi, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure si on a le temps, mais il faut bien comprendre qu'en matière budgétaire, on entre dans une logique où pendant quelque temps, on ne compte plus. Et c'est moi qui vous dis ça, qui compte. Moi, je suis quelqu'un qui compte. Oui, bon, mais là, pendant quelque temps... Des effets collatéraux positifs chez les ultralibéraux. On en parlera, ce sont les mots même du ministre de l'économie. Pendant quelque temps, on ne compte plus. Non, mais on comptera plus après. Mais voilà. Et donc, il faut aider les gens qui en ont besoin, même si ça coûte cher. Alors, docteur, sur cette proposition, on va dire, de Nicolas Bouzou. Oui, non, mais c'est pas mal. C'est vrai qu'il faut protéger. Je pense qu'il faut protéger les gens fragiles. C'est ça qu'il faut faire. Il faut prendre des mesures très strictes dans les EHPAD, par exemple. On doit protéger les personnes âgées qui sont particulièrement fragiles. On doit interdire les visites dans les EHPAD, par exemple. Mais c'est fait, je crois. Oui, non, mais attendez, je peux vous dire, j'en ai vu une ce matin, c'est pas... j'y suis allé, et quand j'ai dit que dans certaines EHPAD, on listait les gens qui venaient, ils m'ont regardé avec des yeux ronds. Et puis il y a encore des enfants qui sont rentrés dans des EHPAD. Donc, alors curieusement, les enfants qui ne sont pas trop menacés par cette épidémie, c'est eux, ils peuvent être porteurs du germe. Le piège dans cette maladie, c'est qu'il y a des gens qui sont parfaitement en forme, qui n'ont aucune courbature, aucune fièvre, et qui contaminent largement, et c'est ça le piège. Mais du coup, je vous suivais pleinement dans la première partie de votre intervention, lorsque vous disiez, écoutez, après tout, un virus, ça circule, laissons-le circuler. Ceux qui doivent être malades le seront. Protégeons les gens fragiles, quand même. Bon, et protégeons. Bon. Oui. Voilà. Alors, ensuite, la logique de dire, on interdit toutefois, notamment les visites dans les EHPAD. Bon, reste à savoir si la présence de tiers auprès de personnes seules, âgées, malades, n'est pas au moins psychologiquement autant nécessaire que des mesures sanitaires de précaution. Je pense qu'il faut aussi peser ça. Et voilà, et donc je comprends d'un seul coup cette bascule vers, attention, ce retour à ce discours du confinement, finalement, car c'est un peu ça. Non, c'est-à-dire que moi, je confine les personnes fragiles. Donc, les personnes les plus fragiles, faciles à confiner, c'est dans les EHPAD. Après, quand vous avez des personnes qui sont âgées, qui sont chez elles, qui sont dépendantes ou semi-dépendantes, là, si vous voulez, c'est là qu'il faut équiper, justement, les auxiliaires de vie qui viennent chez elles, etc. Donc, c'est ces personnes-là, les personnes qui sont au contact qu'il faut protéger. Donc, moi, je suis pour protéger les personnes fragiles. Et puis le reste, c'est bon, quoi. Petite question sur le stade 3 quand même. On n'y est pas déjà un peu quand on voit qu'il y a des cas dans l'Oise, dans l'Est, la Bretagne, la Haute-Savoie, en Ile-de-France également, l'État en gros nous dit ça commence le stade 3 quand il y a une circulation un peu partout sur le territoire. On est quasiment sur tout le territoire. Il y a des écoles qui sont déjà fermées. Pour le moment, les gens ils circulent librement sur le territoire. Non, mais on n'en est pas au stade chinois. Là. Ce que dit le gouvernement, c'est que le stade 3, c'est à partir du moment où le virus commence à circuler beaucoup sur l'ensemble du territoire. Oui, Or, il y a déjà des cas dans l'Est, en Bretagne,
campagne, etc. Est-ce qu'on n'est pas déjà un peu dans le stade 3 ? Je précise à nouveau, on nous dit que le stade 3, c'est quand on passe en gestion des conséquences sociales et économiques. Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de gérer les conséquences sociales et économiques ? On n'y est pas déjà au stade 3 ? On est... Comme il disait tout à l'heure, il y a des zones encore qui sont à protéger. Toulouse, il n'y en a pas. Enfin, il y a la Corse, il n'y en a pas. Donc il y a quelques régions, etc. Je pense qu'il faut continuer quand même à essayer de retarder le développement de cette épidémie et pour essayer de contenir au maximum et retarder le moment au maximum où on sera obligé d'utiliser les hôpitaux à plein, les médecins libéraux à plein, les infirmiers à plein, etc. Et là, on verra ce qui va se passer, mais on verra quel est l'état du système de santé français. Mais en tous les cas, moi, je suis tranquille sur le dévouement des professionnels de santé. La difficulté, c'est les maintenir en bonne santé pour qu'ils puissent continuer à bosser, quoi. C'est ça le problème. Olivier Duhamel. Sur la question du stade 3, parce que des avantages de cette émission, c'est que le plus souvent, quand même, on apprend et on comprend des choses qu'on ne comprenait pas avant, à part la réforme sur les retraites, bien entendu. Alors donc, l'avantage de ce soir, moi je comprends que d'abord, on fait dire au stade 3 deux choses différentes. D'une part, la situation épidémiologique justifiant un changement des mesures, et là on dit, vous avez raison Amélie, nous sommes déjà dans le stade 3. Et puis il y a le gouvernement qui annonce un passage au stade 3 et un type de mesure différent. Vous voyez, et c'est pas la même chose. Est-ce que la situation est celle qui justifierait le stade 3, qui est de facto de stade 3, qui implique qu'on le déclenche, et le déclenchement du stade 3. Mais la deuxième chose, seconde, que j'ai apprise, c'est que dans le fond, il n'y a pas tellement de différence, si on le prend du point de vue du deuxième sens, du sens gouvernemental, entre stade 2 et stade 3. Il n'y a pas tellement de différence. Il y a des mesures qu'on prenait avant, qu'on ne prendra plus, parce qu'on les trouve ou inutiles ou à conséquences trop lourdes, style certains confinements. Ouais. Et puis il y a d'autres qu'on va prendre, qu'on ne prenait pas avant, parce qu'on en a plus besoin. Donc il ne faut pas s'obséder sur la différence des 2 et des 3. C'est une question de communication politique, la différence ? Oui, et la preuve, c'est que moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce passage. C'est, en gros, pour être très, très schématique, est-ce que le stade 3, c'est on renforce les mesures, les restrictions, etc., ou au contraire, on les lève ? J'ai l'impression qu'il y a les deux discours à la fois. Moi, ce que j'ai compris, c'est que sur le plan des principes et de la généralité, on les allégeait. Par exemple, sur confinement, quatorzaine, interdiction de certains types de rassemblements, etc. Mais que, non pas sur un plan national du coup, mais localement, point par point, on pouvait là, au contraire, prendre des mesures plus dures. Oui, mais c'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi... C'était la fin de l'explication de... C'est pourquoi, dans certains cas, il faut au contraire dire, en gros, on ouvre les vannes pour permettre que ça circule, et dans d'autres cas, au contraire, on renforce encore pour éviter la propagation. Parce que ça peut avoir du sens de laisser les gens circuler davantage globalement, mais de dire là où il y a un foyer particulièrement infectieux, là, pour le coup, il faut qu'on soit strict et qu'on bloque. Ça peut avoir du sens. Ouvrir les vannes, c'est la première fois que je le dis. Je l'ai entendu nulle part. Vous êtes d'accord avec le fait qu'on peut ouvrir globalement et ponctuellement, au contraire. Mais bien sûr, voilà. On voit que... Mais si vous voulez, localement, regardez ce qui se passe du côté de Carnac, etc. Ils ont fermé les écoles, mais ils n'ont pas fermé toutes les écoles du Morbihan. Ils ont fermé les écoles du secteur. Les autres, ils suivent ça avec attention, mais quand vous pensez que le médecin d'SOS qui a vu un des premiers cas morbihanais, le type, il a bossé quand même pendant 9 jours. Il a vu du monde, Et la différence, si je vous fais ce qui se passe dans le Morbihan, c'est que là, comme ils sont passés à un stade où le virus circule, alors que le médecin qui avait été contaminé à Châtenay-Malabry, lui, il avait vu une centaine de patients, il a été contaminé par l'interprète, il n'a pas eu de peau, il est allé sur une pathologie banale voir un Chinois, et c'est l'interprète qui était malade qui l'a contaminé. Donc le centre 15 n'est pas responsable de la chose, mais pendant 3 jours, le Taïwanais est rentré chez lui, pendant ce temps-là, il avait vu 100 patients, l'ARS a téléphoné aux 100 patients que le médecin avait vus, ils les ont laissés chez eux, ils les ont confinés, ils ont demandé la température 2 fois par jour, il n'y a eu aucun cas. Et là, on ne demande rien parce qu'on est passé à un autre stade. On se dit, on ne va pas courir derrière tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, docteur Jean-Paul Hamon, médecin généraliste et président de la Fédération des médecins de France, d'avoir été avec nous.